Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Good morning. Good morning. Good morning. 1, 2, 1, 2, 3. Bonjour mesdames, messieurs et merci d'être avec nous dans votre matinale. Il est 8h03 et nous sommes le 6 octobre. Octobre qualifié également d'octobre rose. Il prend cette couleur en particulier à l'occasion d'une campagne de sensibilisation annuelle à l'échelle planétaire. Nous assistons donc à des efforts conjugués en vue d'encourager le dépistage précoce du cancer du sein, mais aussi de réunir tous les fonds nécessaires à la recherche dans ce domaine en particulier. Donc, praticiens de la santé ainsi que la société civile combinent tous leurs efforts et consentent le meilleur d'eux-mêmes en vue de sauver des vies. Des femmes en particulier ont été sauvées, des milliers de femmes ont bénéficié des résultats de ces efforts depuis quelques années, mais le danger plane toujours, le risque est là. Le cancer du sein continue de sévir, c'est l'une des causes de mortalité les plus importantes pour la femme. Donc aujourd'hui, nous aussi, nous allons nous joindre à cette masse d'actions avec nos invités bien sûr qui viendront nous parler de l'expérience algérienne, notamment celle de l'association Al-Fajr. Nous aurons aussi l'occasion de retrouver des médecins sur ce même plateau pour parler des étapes à suivre et puis en cas justement de la prise en charge en cas d'atteinte par le cancer du sein. Dans cette matinale, nous aurons aussi le plaisir de retrouver Lilia Bonnasser pour l'agenda culturel et puis nous parlerons aussi de la rentrée universitaire à travers l'exemple d'un pôle d'excellence nouvellement créé à Sidi Abdallah. Donc on parlera de cette rentrée universitaire avec un invité, le directeur général en l'occurrence de l'enseignement supérieur à Alger, auprès du ministère de l'enseignement supérieur bien sûr. Merci encore une fois d'être avec nous. Vous attendez tous le bulletin météo, je le sais, donc c'est tout de suite avec Amal Haribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Bonne matinée à vous ainsi qu'à tous Merci. ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci, bonne matinée aussi. Voilà, le soleil résiste. Hein. Oui, malheureusement, Il résiste. beaucoup. Moi, je suis sortie. Beaucoup de clarté, moins d'humidité que les autres la semaine précédente. On va attendre peut-être demain, il y aura quelques pluies. Hein, on va voir oui, aujourd'hui. Le retour des ondées. Donc ça vient timidement cette année. Oui, donc, franchement, c'est... L'automne s'installe en douceur. En douceur. Ouais, je sais que vous n'êtes pas contente. Bon, les plus fidèles le savent déjà. Hein, vous attendez de sortir votre parapluie. Oui, déjà rien qu'avec la tenue, hein, on sent qu'il y a un changement. Oui, ben on verra bien. Hein, on verra bien. On se retrouvera de toute façon demain matin. Mais aujourd'hui, qu'en est-il à travers le pays? Eh bien aujourd'hui, il y aura un beau soleil sur l'ouest et le centre. Tout d'abord, bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, on aura un ciel plutôt dégagé à l'ouest et au centre. Par contre, à l'est, on aura une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Mais en soirée, eh bien, le ciel deviendra de plus en plus nuageux sur le centre et l'est et qui peuvent donner quelques pluies, mais en soirée. La moitié sud, excepté quelques voiles vers le Nord-Sahara. Et les oasis, eh bien ailleurs, le soleil sera bel et bien au rendez-vous. Sur le sud-ouest, le Sahara central, l'extrême sud, le Egar Tassili, également le Sahara oriental, avec des zones de sable cette fois-ci, tout au long des frontières algéro-maliennes, l'extrême sud, le Egar et le Tassili. Les températures, eh bien, quant à elles, eh bien, seront plutôt agréables, avec un maximum aujourd'hui de 30 degrés du côté de Tlemcen, 26 Tiaret, 28 degrés à Tizi Ouzou, également Alger, 29 à Oran, 25 à Annaba, 24 Constantine, 23 degrés à Batna, 27 à Al-Bayad, au sud 31 degrés vers Janet, 32 Tamanrasset Biskra, 37 degrés à Bécha, 34 Gardaya, 36 degrés à Elizi, 41 vers Borj Beti Mourtar, 40 degrés à Tindouf Insalah et enfin 39 degrés à Ingazem. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt calme sur les côtes centre, peu agitée sur les côtes ouest et est. Les vents souffleront entre 20
20 et 30 km/h sur les côtes centre de secteur nord-est, 30 à 40 km/h sur les côtes ouest également de secteur nord-est et 20 à 40 km/h sur les côtes est de secteur nord à nord-ouest. On va faire un petit tour cette fois-ci vers la partie sud de l'Afrique où on aura des pluies saisonnières, plus exactement à Abidjan, Abuja, Bangui, Addis Abeba avec des orages du côté d'Addis Abeba. Partiellement voilé à Nairobi, peu nuageux, Lusaka, Antananarivo, partiellement nuageux à Kinshasa, mais un beau soleil régnera du côté de Windhoek. Côté Mercure, eh bien, on relèvera un minimum de 22 degrés à Addis Abeba, 28 Nairobi et Antananarivo, 27 le Cap, 30 degrés à Abidjan, 31 à Bangui et le maximum cette fois-ci, Kinshasa avec 33 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Merci Amel C'est moi. Laribi, et voilà qui est bien dit par rapport aux nouvelles du ciel. Voilà, donc il fera beau. Et Franck, En résumé. on va essayer de profiter de cette journée. Moi, Exactement. je suis contente. En attendant demain. Ah bon? Pas moi. Oui, je suis contente. Pas moi. Bon, en tout cas, je suis toujours ravie de vous retrouver le matin. Merci, c'est C'est un partagé. plaisir de démarrer l'émission à partagé, chaque Radia. fois avec vous. Donc voilà, j'imagine que vos collègues à Dal Baïda vous attendent pour Voilà, la on attend préparation, les informations. les informations utiles pour le téléspectateur. Exact. Donc merci beaucoup. C'est moi qui vous Passez remercie. une excellente journée. Excellente journée. On vous offre tout de suite une chanson ainsi Avec qu'à plaisir. ceux qui nous suivent ce matin, les plus fidèles bien sûr. On vous adore et j'espère que vous continuerez de nous suivre. Tout de suite, rien que pour vous, Lamia Itlamara, une chanson vraiment un hymne à l'amour, L'Habib Diali.
Voilà un titre intitulé donc Habibi Ouli Lina, une pensée pour tous les cœurs brisés. C'était voilà, Lilia rigole, mais c'est vrai que c'est plein d'espoir pour toutes ces personnes au cœur brisé. De belles Donc paroles. c'est de belles paroles, une douce voix, celle de Lamia Itlamara. Donc ce matin, Qu'on salue ce matin si elle nous regarde. Salut, j'espère qu'elle sera à l'écoute. Bonjour Lilia. Bonjour Radia. Ça va? Très bien, ravie de vous retrouver. On s'est mise aux couleurs de ce mois d'octobre, Octobre Rose. Bon, oui, aussi. Bah, oui, c'était pas fait exprès. Oui, sincèrement, non, j'y ai pas pensé. Mais ça cadre bien. Voilà, ça cadre bien, surtout que je vois l'affiche là. Vous allez sûrement recevoir quelqu'un. Absolument, nous allons parler de la marquer. sensibilisation. Exactement. Voilà. Et donc voilà, je suis à jour. Eh bien, bravo. Et qu'en est-il des news culturelles? Oui, Radia, ben écoutez, comme chaque lundi, nous sommes là pour bien évidemment partager avec les téléspectateurs les rendez-vous culturels à ne pas rater le week-end, pourquoi pas, pour s'aérer un petit peu l'esprit. Nous allons commencer par les expositions à la galerie d'art Zouart. Donc, c'est l'artiste Jawdet Gessouma qui expose actuellement jusqu'au 21 octobre, donc une nouvelle exposition qui est intitulée Triqat Sa'tash, donc à visiter au niveau de la galerie Zouart, bien sûr, vers Beb Zouar. Donc, une belle expo à ne pas rater. En tout cas, ceux qui vont mettre de voir notre émission de ce vendredi, parce qu'il était l'invité. Tout à fait. Exactement. J'imagine qu'il a été reçu, bien évidemment, pour parler, pour donner plus de détails concernant cette belle exposition très colorée à aller découvrir au niveau de cette galerie d'art. Et puis nous allons également parler de tapis cette fois-ci. Donc la semaine toute semaine lui sera consacrée donc du 7 et ce jusqu'au 14 de ce mois donc chez Handmade Art, donc un espace réservé, un espace dédié au savoir-faire de nos artisans et aux faits main algériens. Tout un espace où tous les artisans, tout le savoir-faire de nos artisanes est mis justement en avant au grand bonheur du public. Et cette semaine, c'est le tapis qui sera à l'honneur. Donc, allez découvrir, n'hésitez pas, c'est jusqu'au 14. Nous allons aussi parler cinéma, plusieurs projections vous proposer donc au niveau de la salle Ibn Zaydoun. Et nous allons commencer par aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui sera marquée par le long métrage à partir de 15h. L'histoire de ce jeune homme voué à connaître un destin hors du commun. Donc, allez vite découvrir ses aventures ce soir. Et puis, un autre film. À rappeler que le film est sorti le 15 septembre. Donc, c'est un film qui fait fureur. Donc, nous avons justement la chance de découvrir du côté de la salle Ibn Zaydoun. Et puis, à 18h30, il s'agit de Black Widow, la projection de Black Widow qui est prévue. Action espionnage. Donc, découvrir les aventures de Natasha Romanoff, alias Black Widow. Donc, c'est à partir de 18h30. À 13h, un film pour la famille. Pourquoi pas, si vos enfants sont en bas âge, ne vont pas à l'école. Une autre projection est prévue à 13h. Il s'agit de Space Jam. Voilà donc pour les projections prévues du côté de la salle Ibn Zaydoun. Et puis, avant de finir, nous allons aller du côté de l'Opéra d'Alger et rappeler encore une fois que l'organisation d'ateliers de formation en chant arabe sont toujours ouvertes. Les inscriptions sont toujours ouvertes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces ateliers s'ajoutent aux 11 déjà lancés dans les différentes disciplines. Et à noter que ces inscriptions se poursuivent jusqu'au 14 octobre. Donc, n'hésitez pas à aller visiter le site de l'Opéra d'Alger où toutes les informations vous seront fournies pour d'éventuelles inscriptions, bien évidemment, pour accéder à ces formations très intéressantes. Et enfin, on rappelle que l'ONCI également annonce la reprise de ces activités à travers toutes ces salles, Alger, Constantine, Bdjaïa, donc Tipaza. Nous serons ravis de vous annoncer toutes les activités qui seront programmées, musique, cinéma, rencontres littéraires également. Donc, nous serons là pour vous communiquer toutes les informations concernant l'Office national de la culture et de l'information.
Donc, tous les rendez-vous prévus cette semaine et ce week-end. Voilà, Ladia. Merci beaucoup, Lilia. C'est moi. Vraiment, on attendra la semaine prochaine Oui, aussi pour le week-end. J'espère que tout le monde aura retenu et qu'ils profiteront bien sûr, tous à noter surtout. Oui, oui, moi j'aime bien les rendez-vous cinéma. Moi, je suis attirée par surtout ça. Surtout de beaux films qui sont proposés je vais essayer de profiter, de découvrir ces films d'aventure. Oui, n'hésitez pas. Oui, moi j'adore. J'adore. En tout cas, ce sont de beaux voyages qui sont proposés. Merci infiniment. C'est moi, Ladia. Voilà, et si vous êtes vraiment, si vous aimez tout ce qui est fait main, n'hésitez pas à aller rendre visite à ces artisans. Rappelons l'adresse. Tout à fait. Donc c'est Handmade Art. Il s'agit donc à partir du 7 octobre, donc ce week-end, je pense, jusqu'au 14. Donc il s'agit d'un espace du côté de Hedra. De toutes les manières, une page, c'est-à-dire qu'on peut retrouver via les réseaux sociaux, les différents réseaux sociaux. Il s'agit de Handmade Art, donc un espace dédié au savoir-faire de nos artisans. Donc plein d'expositions ou à travers lesquels les travaux de ces artisans sont mis en avant. Et cette semaine, c'est le tapis qui sera mis en œuvre. Voilà. Merci et passez une excellente journée. C'est moi, Nadia. Merci à vous. On se retrouvera lundi prochain. Excusez-moi de vous interrompre. Mercredi prochain pour toujours l'agenda culturel. Donc, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Donc, merci encore à vous d'être avec nous ce matin. Donc, tout de suite, on va retrouver un premier invité sur ce plateau. On parlera de ces pôles d'excellence lancés cette année par le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous recevons à cet effet le directeur général de l'Enseignement supérieur après ceci. Et chose promise, chose due, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous ce matin. Nous recevons tout de suite le directeur général des enseignements et de la formation supérieure ce matin avec plaisir pour parler de nouveautés relatives à la rentrée universitaire qui est prévue ce dimanche, Inch'Allah. Donc, bienvenue à monsieur Saïdani Boualem. Donc, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir. Un plaisir partagé, surtout quand il s'agit justement de renseigner le téléspectateur, de l'aiguiller aussi par rapport à ce qui se fait au niveau justement des études supérieures. Donc aujourd'hui, voilà, on peut présenter d'abord votre institution. Donc elle gère essentiellement la formation et a un cycle supérieur, bien sûr. Absolument, le ministère de l'Enseignement supérieur, de par sa vocation, assure de la formation supérieure et assure de la recherche scientifique, deux vocations principales. Il s'agit de prendre en charge la formation
de futurs cadres de la nation, mais aussi de prendre en charge toutes les préoccupations de la nation en matière de recherche et développement. Aujourd'hui, le secteur de l'enseignement supérieur se déploie sur l'ensemble du territoire national dans le cadre d'un aménagement harmonieux de notre grand territoire. Nous avons un réseau universitaire de 111 établissements d'enseignement supérieur et plusieurs centres de recherche. Le secteur s'est doté cette année, s'est renforcé cette année par 2 nouvelles écoles prestigieuses au niveau du site de Sidi Abdallah, dédié à l'intelligence artificielle et aux mathématiques. Sidi Abdallah, donc, qui déjà se démarque de par sa spécificité, c'est un pôle d'excellence que vous voulez créer dans cet espace, n'est-ce pas? Absolument. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'à la veille de l'indépendance, en 1962, après 132 années d'occupation française, nous n'avons hérité que d'une seule université. Et l'Algérie indépendante, en l'espace de 58 ans, nous avons construit 111 établissements d'enseignement supérieur, c'est-à-dire une moyenne de création de 2 établissements d'enseignement supérieur par année, ce qui est extraordinaire. Oui. Nous avions eu environ 2000 étudiants en 1962. Aujourd'hui, nous dépassons le seuil de 1 660 000 étudiants. On était à peine à 0,1% de filles, de présence de filles dans l'université en 1962. Aujourd'hui, nous sommes à 66% de filles au niveau de nos universités. C'est une réalisation extraordinaire de l'Algérie indépendante, dont on doit être très très fier. C'est vrai que c'est motif de fierté, d'autant plus que ce sont des études dispensées gratuitement, ce sont des études à la portée de tous, et ce sont aussi des campus qu'on voit naître chaque année. Chaque année, il y a une annonce nouvelle par rapport à la création d'un nouveau campus dans telle ou telle ville. C'est extraordinaire, effectivement. Absolument. On oublie de le dire, effectivement. Oui, on oublie de le dire, mais il faut jamais l'oublier. Oui. De belles réalisations de l'Algérie indépendante. Écoutez, madame, prendre en charge 1 660 000 étudiants, c'est pratiquement la population d'un certain nombre de pays dans le monde. Oui. Assurer la gratuité de l'enseignement supérieur, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un acquis extraordinaire, la démocratisation de l'enseignement supérieur au niveau de notre pays. C'est ce qui a permis à un enfant d'un paysan que je suis d'être et d'occuper des fonctions supérieures au niveau de l'État. Cette équité, cette transparence, cette démocratisation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, nous sommes pratiquement à la 7e génération des universités de notre pays. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas une année qui passe sans une nouveauté. Absolument. On avait assisté l'année dernière à la naissance d'un campus à Betna, par exemple. Absolument. Oui. Donc, l'année dernière, c'était 3 écoles. Oui. Une école à Béjaïa, une école à Betna et une école à Khenchla. Oui. Cette année, 2 écoles supérieures, et pas des moindres. Elles sont créées par décret présidentiel. Oui. Donc c'est pour vous dire... Parce que les autres ont été créées par des décrets ministériels. Exécutifs du Premier ministre. Oui. Voilà, c'est dire toute l'importance qui est accordée par le premier magistrat du pays, Monsieur le Président de la République, pour l'enseignement supérieur et plus particulièrement pour ce pôle universitaire, pour ce nouveau pôle universitaire qui constitue une nouvelle génération d'universités au niveau de notre pays. C'est une technopole, une technopole qui est dédiée exclusivement à la technologie, donc à l'accompagnement du développement socio-économique de notre pays. Il a une capacité globale de 20 000 places pédagogiques. À côté, nous avons 11 000 des résidences universitaires qui offrent une capacité d'hébergement pour 11 000 étudians. Pratiquement la moitié de chiffres. Absolument. C'est un pôle qui a une vocation nationale. S'il est construit au niveau d'Alger, ce n'est pas uniquement les Algérois, il est destiné pour toute
la crème du pays. Vous parlez de crème, justement, c'est destiné à une élite quelque part, l'élite vraiment qui présente des prédispositions à l'effort justement d'apprentissage des technologies modernes, des technologies actuelles, et voilà, pour ce pôle technique en particulier. Absolument. C'est un pôle d'excellence, c'est une technopole. Nous allons commencer à le recevoir par tranche. Cette année, 2000 places pédagogiques. On commencera par 2 écoles, l'école de mathématiques et l'école nationale supérieure d'intelligence artificielle. Chaque école a une capacité d'accueil de 1000 étudiants. Pour cette année, nous avons inscrit 200 étudiants dans chaque école. Et à terme, au bout de 5 années, nous allons atteindre la vitesse maximale, c'est-à-dire nous allons atteindre les 1000 places pédagogiques. D'où l'utilité justement de communiquer, d'informer justement de l'existence de ces nouvelles écoles qui draineront certainement. Absolument, il faut faire de la communication, c'est ce qu'on est en train de faire. Ce sont 2 écoles prestigieuses. Le président accorde une importance très particulière à ces 2 écoles. Monsieur le ministre veille à ce que toutes les commodités soient présentes au niveau de ces 2 écoles qui vont avoir un statut particulier. Les étudiants vont avoir un statut particulier, déjà de par leur niveau d'intelligence. Ils ont des bacs avec des mentions très bien et plus. Donc c'est la crème de la crème. Les étudiants vont avoir un statut particulier, une bourse particulière. Ils vont baigner dans un espace numérique. Ils vont avoir des chambres individuelles s'ils le souhaitent. Le programme pédagogique a été conçu par d'éminents spécialistes au niveau national et au niveau international. La diaspora algérienne établie à l'étranger a une contribution significative dans la conception des programmes pédagogiques, mais aussi dans l'encadrement des étudiants. Il y a également le volet coopération. Notre direction de la coopération travaille d'arrache-pied pour justement attirer un certain nombre de compétences et de pointures internationales afin de contribuer à la formation de nos étudiants. Il y a la langue anglaise qui va être présente. Avant d'aller plus loin, justement, d'aller vers le souci de la langue, justement, de quelle manière est-ce que vous avez fait appel à cette coopération internationale? Donc, est-ce qu'il y a présence sur place ou est-ce que par visioconférence? Et comment est-ce qu'ils interviennent, ces spécialistes? Le secteur de l'enseignement supérieur, depuis l'avènement de la pandémie du Covid, travaille... a découvert cette manière de travailler, effectivement. Travaille dans un système hybride, à la fois en présentiel, mais aussi à distance. Quand les conditions sanitaires le permettent, on travaille en présentiel, dans le respect du protocole sanitaire, bien entendu, mais dans la plupart des cas, on travaille à distance par visioconférence. Et là, nous sommes équipés pour... Alors, nous avons de quel pays viennent-ils, ces coopérants qui vont prendre part à cette... Essentiellement des pays les plus développés. Je citerai les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne. Plus particulièrement. C'est des pays avec lesquels nous avons des relations de coopération assez intenses. Et il y a une volonté d'échange et de partage de la connaissance. D'où bien sûr le souci d'adapter les capacités des étudiants à la langue principale qui est l'anglais, la langue de la technologie. D'ailleurs, nous allons commencer les enseignements au niveau de ces 2 écoles par une mise à niveau en matière de maîtrise de la langue anglaise. Et pour ce qui est du choix de ces compétences qui avaient à charge la conception du programme pédagogique et qui auront à charge la prise en charge de la formation des étudiants, eh bien, c'est des pointures de renom qui ont des capacités pédagogiques avérées, mais aussi un capital d'expérience en matière de recherche scientifique. Les établissements d'enseignement supérieur, certes, font
de l'enseignement et de la formation, mais aussi il y a un autre volet qui est la recherche scientifique. Donc ces pôles d'excellence, ou plutôt ces écoles, ces deux écoles d'excellence qui vont être créées, l'une pour les technologies, pour la technologie, l'autre pour les mathématiques, vont être dotés de laboratoires de recherche? Absolument, absolument. Alors spécifiquement ces deux écoles, mais de manière générale, tout le campus universitaire, il va baigner dans un espace, dans un espace numérique, mais aussi de recherche et de recherche appliquée. Les pouvoirs publics insistent beaucoup, Monsieur le ministre insiste beaucoup pour que toute la formation doctorale, par exemple, tous les projets de recherche vont être en relation avec les préoccupations socio-économiques de notre pays. Le gouvernement, dans un récent rapport, nous a transmis toutes les attentes des différents secteurs socio-économiques et à charge à l'enseignement supérieur de prendre en charge ces préoccupations, de les traduire sous forme d'action et d'action avec des solutions aux problèmes technologiques, aux problèmes scientifiques que rencontrent nos entreprises, nos institutions, etc. Donc il va y avoir de l'activité pédagogique et de formation de haut niveau qui répond aux standards universels dans tous ces volets, mais il va y avoir aussi à côté un volet important, une dynamique de recherche appuyée, une dynamique de recherche qui est orientée vers l'application. Et ça encouragera énormément ces élèves, ces étudiants plutôt, qui sont d'un niveau assez important, qui souvent se rabattent sur les universités à l'étranger, qui recherchent justement un relais à travers les pôles universitaires ailleurs que chez eux. Maintenant que ces écoles existent, je pense qu'on va limiter un petit peu cette fuite vers l'étranger de la part des étudiants qui ont un certain niveau, qui ont une certaine qualité justement. Madame, il faut travailler de manière intelligente. Oui. On n'oblige personne, mais seulement on offre un écosystème qui permettra à nos compétences de rester ici et de servir le pays. Nous allons travailler de manière intelligente, de manière concertée. C'est pour ça que ce pôle, cette technopole, va avoir une nouvelle vision, une nouvelle stratégie, une nouvelle démarche dans sa conception, dans sa manière de travailler. Exemple, pour le lancement de ces deux écoles, nous avons fait appel à des entreprises qui ont un poids très important au niveau de l'économie nationale. Des entreprises qui vont nous accompagner. Excellent. Dans la formation de ces étudiants. Des entreprises qui vont parrainer des promotions. Des entreprises qui vont offrir des stages, des terrains de stage à nos étudiants, des entreprises qui vont nous dépêcher des experts, de véritables professionnels qui vont dispenser des enseignements, qui vont relater leur expérience à ces étudiants, de transférer leur savoir-faire, leur savoir managérial par exemple, et également de transmettre les préoccupations de ces entreprises pour constituer un creuset de thématiques de recherche, de thématiques de projets de fin d'études, pour pouvoir apporter des solutions concrètes à ces préoccupations. Et pouvoir gagner des cadres à l'avenir. Absolument. Donc c'est aussi rentable pour elles. La présence... Est-ce qu'elles ont répondu facilement à cette demande, à cette requête? Est-ce qu'elles ont été sensibles, ces entités donc commerciales à la base? Je vous assure. Est-ce qu'elles ont été sensibles à ce besoin? Je vous assure qu'il y avait un engouement extraordinaire. Et c'était une belle surprise pour nous. On avait ressenti un engagement extraordinaire de ces entreprises. Et là, je peux vous dire qu'il y a une bousculade pour parrainer et pour venir accompagner ces deux écoles, mais aussi la technopole de manière particulière, mais aussi le secteur de l'enseignement supérieur de manière générale. Il suffit de faire appel à nos potentialités et il faut partager avec ces entreprises nos objectifs et les tenir informés de notre démarche. Les gens adhèrent. Il faut savoir travailler en groupe, il faut mobiliser nos compétences, il faut fédérer les compétences, il faut travailler suivant une démarche de concertation. Monsieur le ministre attache une importance très particulière à cette démarche participative. Il nous dit souvent: travaillez en concertation, partagez vos points de vue, enrichissez vos projets.
c'est comme ça qu'on va drainer toutes les compétences nationales autour du ministère de l'enseignement supérieur. Alors nous sommes très mobilisés dans cette démarche. Voilà, l'université algérienne se met au diapason à travers cette création de pôles cette technopole et ces centres justement d'excellence. Il y a aussi une préoccupation d'aménagement du territoire, il me semble, dans la politique actuelle du ministère de l'enseignement supérieur. Et on veut favoriser tout le monde maintenant. Absolument, absolument. Le territoire est vaste, Allah يبارك, والله يحفظنا, والله يحفظه, bien entendu. L'aménagement du territoire est une question extrêmement importante et sensible. Notre État fait de son mieux pour assurer cette cohésion sociale, cette harmonie dans le développement du territoire. Dans le passé, on avait une certaine concentration des écoles d'élite au niveau de l'Algérois. Maintenant, on se déploie au niveau de l'Est du pays, au niveau de l'Ouest. L'année dernière, on s'est déployé au niveau des hauts plateaux. Et l'année prochaine, Inch'Allah, on se projette d'aller dans le Grand Sud. Avec quelle spécificité vous avez suivi l'annonce du Conseil des ministres il y a de cela 3 jours, à travers le projet de création de 2 écoles dédiées à l'agriculture saharienne, une au sud-est et une au sud-ouest du pays. Et ça va permettre de soutenir la dynamique agricole et de rentabiliser toutes les potentialités qui existent au niveau du sud du pays, mais aussi un sud qui est... C'est un secteur en développement, effectivement, et qui se fait vraiment de plus en plus présent. Et notre sud qui nous ouvre les portes aussi de l'Afrique. De l'agriculture et de l'Afrique, tout absolument, à fait. Absolument. Merci en tout cas, Monsieur Saïdani, d'avoir été avec nous. Vous vous préparez pour un voyage important concernant justement cette rentrée universitaire. On vous souhaite un bon voyage, ainsi qu'à toute la délégation du ministère qui va vraiment inaugurer officiellement cette rentrée universitaire. Ça se fera où exactement? Ça se fera au niveau du pôle universitaire d'El Qléa, le 10 Inch'Allah, sous la houlette du ministre de l'Enseignement supérieur. Très bien, donc encore une fois, Monsieur Boualem Saïdani, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes le directeur général des enseignements et de la formation supérieure chez nous, donc merci. Auprès du ministère de l'Enseignement supérieur, bien sûr. Merci de nous avoir apporté cet éclairage ce matin. Et bon vent pour tous ceux qui rejoignent les bancs de l'université cette année. Donc je vous souhaite une agréable année universitaire à tous. Et puis bon, on va continuer de parler d'Octobre Rose. Mesdames, Messieurs, on l'avait annoncé en début d'émission, l'Algérie ou Alger en particulier se met à cette couleur en particulier. Samia Bouharour a sondé pour nous tous ces changements, toutes ces mutations qui se mettent en place en faveur de cette grande campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. C'est tout de suite. Ruban rose, octobre rose, synonyme et symbole international pour les personnes et les organisations qui s'impliquent pour sensibiliser le grand public au cancer du sein. Certains ne manquent pas d'imagination. Le cas de cette pharmacie qui se trouve au cœur d'Alger, un espace arrosé de rubans roses et d'une déco originale. La décoration, c'est surtout pour attirer les gens. Un octobre rose, un événement qui va, disons, les sensibiliser au dépistage précoce le cancer du sein. Et voilà, pour prévenir la maladie qui est curable dans 90% des cas si elle est dépistée d'une façon précoce. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en Algérie. On parle aujourd'hui d'environ 14 000 cas. Le seul moyen reste la prévention et le dépistage précoce. Qui ندير des consultations عند des médecins, هما اللي يدير le travail نتاعه, il vérifie des fois. Ça j'ai jamais fait la mammographie. عندي نعمة قاست به وماتت به. Alors c'est pour ça ننصح كامل النساء ما نقولوا ما يستهزاوش برواحتهم، الصحة ما يعوضها حتى شيء. كل عامين ندير لا مامو باش الواحد ياخذ الاحتياط تاعو، هذه دنيا، هذا المرض خبيث وقادر يجي في اي وقت
كي سورتو حنا النساء مع شغالاتنا ومع هكذا ما نتولهوش برواحنا بزاف. Oui, j'ai l'habitude de faire la mammographie. Arrivé à un certain âge, mais les trentaines, il faut toujours surveiller la personne elle-même. C'est la protection du corps. Un mois de sensibilisation n'est certainement pas suffisant face à ce nombre de cas qui ne cesse d'augmenter. La prise de conscience seule peut sauver les vies des femmes. Consultation régulière, hygiène de vie, mais surtout lutter contre le stress pour avoir une vie en rose. C'est Hamida. Oui. Voilà, merci d'être avec nous ce matin. Nous allons parler de la sensibilisation, de cette campagne de sensibilisation en faveur justement de la lutte contre le cancer du sein. Avec nous ce matin, les représentants d'une association très dynamique qui travaille justement dans ce sens depuis une trentaine d'années, un peu plus même. Et nous avons un grand plaisir de recevoir l'une des pionnières de cette association, l'association Al-Fajr, Madame Agli Hamida. Vous êtes membre du bureau de cette association. Bienvenue avec vraiment parmi nous ce matin. C'est vraiment un honneur pour nous de vous recevoir, ainsi que Monsieur Boubacar Mohibeddin, voilà. Quel joli prénom. Monsieur Mohibeddin, merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire national du bureau justement de la wilaya, le bureau national. Il n'y a pas de wilaya, c'est toutes les wilayas. Voilà. Et puis avec nous également un autre membre de l'association Al-Fajr, une véritable fourmi parmi vous, n'est-ce pas? Je cite en l'occurrence Monsieur le Hadj Merakchi. Mekrachi, donc je vais essayer de retenir jusqu'à la fin de l'émission, Inch'Allah. Voilà, de la séquence. Bonjour aux téléspectateurs de Canal Algérie, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Donc je me retourne tout d'abord vers vous, Madame Hamida Agli. Donc vous êtes une des pionnières de cette association. En fait, vous avez suivi quelque part le premier peloton. Voilà, le premier noyau fondateur. Vous l'avez connu, vous l'avez côtoyé. Elles vous ont stimulé. Je dis elles parce qu'elles étaient essentiellement des femmes au départ. Oui, elles étaient pratiquement des femmes. Donc c'est vrai que je ne suis pas pionnière, mais quand même nous avons eu des femmes très dynamiques et qui avaient un idéal de vouloir venir en aide des personnes atteintes de cancer, parce qu'elles ont eu elles-mêmes le cancer, parce que les premières... les femmes fondatrices ont tous été atteintes d'un cancer du sein et elles se sont promis de faire quelque chose et de ne pas partir sans avoir laissé leur empreinte. Et réellement, ils ont eu raison, parce que l'empreinte dure depuis 33 ans. Oui. On empiète notre 33e année. Par contre, elles ont commencé en 88 pour lutter contre ça. Donc, il n'y avait même pas la loi, il n'y avait rien du tout. Et elles se retrouvaient... il n'y avait pas les outils technologiques d'aujourd'hui. Il fallait se déployer sur le terrain. Exactement. Donc, c'était toute une galère pour elles. Et leur grand souci, c'était ces malades qui venaient de loin et qui n'avaient pas d'hébergement et qu'elles étaient pratiquement au niveau de l'hôpital, dans les jardins. Les gens venaient de loin et n'avaient pas. C'est vrai qu'il n'y avait pas autant de centres de prise en charge du cancer à l'époque. Oui. Il y en avait peut-être à la capitale. Même pas. Le CPMC. Même pas. Il n'y avait même pas de... Et pour l'anecdote, il y avait une fois Madame Youssef Madame la Pire, bon, moi je vais demander à Chadli de me donner la clé du tombeau de la chrétienne et comme ça je vais héberger mes malades. Voilà. Pour vous dire à quelle... C'était... On n'a rien trouvé. Donc il nous faut, comme elle était à Hadjot, donc le tombeau était à côté du tombeau. C'est la seule solution, c'est d'avoir la clé du tombeau de la chrétienne. Donc c'était des femmes pleines d'humour et pleines de courage. Et bien sûr, Mimi Ousfen est décédée très tôt, donc elle n'a pas encore vu le fruit d'où le fruit de son œuvre, parce qu'elle avait beaucoup œuvré pour Dia Rahma, pour avoir un lit et que ces gens puissent être hébergés. Hébergés décemment et ne pas souffrir. Voilà, c'est vrai que quand on vient de Taman Rasset, du fin fond du pays, et qu'on est atteint de cancer, on ne peut pas venir déjà seul, il faut être accompagné. Donc c'est déjà, le cheminement est difficile. Exactement. Et puis arriver ici, on a besoin du soutien de son entourage. On peut pas... Un long parcours. Voilà, Un long parcours. Vous avez vu des exemples de ce type? Oui. Certainement.
tous sont des exemples. Oui. Les exemples ne manquent pas. Oui. Le cancer, il est là, c'est une lourde maladie. La prise en charge, elle incite beaucoup d'intervenants, chirurgiens, radiothérapeutes, chimiothérapeutes, biologistes. Oui. Et là, ça se fait tout le temps. On fait des bilans radiologiques tout le temps, on fait des surveillances très étroites. Oui. Et c'est long comme parcours, c'est dur. Et c'est Mais onéreux. vous avez au fil des ans constitué un grand réseau, à travers le pays, à travers un réseau de praticiens justement de la santé, aussi un réseau de pharmaciens, j'imagine. Parlez-nous de cette fédération. Mais oui. Avant, Allez-y, c'est-à-dire le vrai réseau qui nous tient à cœur, c'est le réseau social. Oui. Donc c'est ça, c'est l'épine qui fait mal à chaque fois que quelqu'un, même d'Alger, même de Bouzela, ils se trouvent dans des situations critiques. Le parcours n'est pas très bien défini. Et ces femmes-là qui ont travaillé, elles ont milité pratiquement pour tracer un chemin le plus facile pour arriver à une guérison éventuelle, parce que c'était pas évident. Et le problème il est pratiquement dans le côté social. Parce que les praticiens, là, mais le plan social, c'est... L'orientation, l'aide, le soutien. Voilà, tout ça, c'est un accompagnement. D'une façon générale, nous qui sommes sur le terrain depuis donc plus de 30 ans, ce que nous remarquons, c'est que cette maladie lourde, effrayante, onéreuse, n'est pas bien codifiée. Et ça, depuis déjà l'annonce. Depuis l'annonce, lorsqu'on prend un malade, on lui fait une biopsie pour un type de cancer, n'importe qui peut dire n'importe quoi. La chose pathologiste lui a dit madame على بالك عندك هذاك المرض الخبيث. Déjà l'effondrement. Ensuite, le parcours, le malade est livré à lui-même, désemparé. Je ne nie pas la chose suivante. L'État a énormément amélioré la situation. Moi, quand j'étais étudiant, je me rappelle, c'est une image frappante au niveau. Il y avait un malade qui était là depuis 2 jours à passer une nuit dehors, à attendre. Il y a des centres anti-cancer, des CAC un peu partout. Oui. La chimiothérapie, on peut dire qu'elle se fait un peu partout. Donc, cela dit, il y a le côté humain qui est mis de côté. Et l'objectif de notre association, c'est d'essayer d'accompagner. Et quand je dis accompagner, il est triste pour une association comme la nôtre de participer au côté médical. En principe, ce n'est pas le rôle de l'association. Oui, vous n'allez pas vous substituer à l'État. L'idéal, c'est d'avoir un centre anti-cancer au sens propre du mot. Oui. Le malade rentre au centre, il reçoit tous ses examens, il reçoit sa thérapeutique là-bas, mais hélas, les CAC actuellement sont demandeurs de radio, de bilan biologique. Oui. Et ça incombe aux associations de substituer l'État, alors que... C'est-à-dire vous soutenez... Notre objectif initial, c'est de soutenir le malade. Et sur le plan psychologique, d'admettre sa maladie, sinon faire des rencontres, échange d'expériences. De la sensibilisation. Mais là, on se trouve en situation de substitution de l'État. Oui. On prodigue des soins, on donne, on fait des radios. Même si vous n'êtes pas vraiment... L'association se nourrit de dons.
Tout à fait. De mécènes, etc. Oui, tout à fait. La générosité de vos mécènes vous a permis justement de créer des centres d'hébergement propres à l'association, de bénéficier de certains moyens qui vous aident justement à apporter cette aide d'urgence quelque part à ces personnes en détresse. En fait, voilà, même si vous n'êtes pas en substitution à l'État, mais vous apportez, vous comblez certaines lacunes, voilà, et vous attirez l'attention sur ces besoins. Exactement, exactement, parce que... Oui, allez-y. Enfin, excusez-moi. Non, c'est que, vous savez, sur un plan pratique... pour mettre mon pins. Merci de l'avoir au voilà. C'est nous. Non, parce que sur le terrain, lorsqu'un malade vient frapper à votre porte et il vous dit on m'a demandé un scanner, le scanner de l'hôpital est en panne, et il est en panne parce qu'il est surutilisé, entre guillemets, et le chirurgien m'a dit il faut avoir le scanner d'ici une semaine pour que je puisse vous opérer. Il faut la prendre en charge. Il faut lui payer, parce que ça, c'est une urgence. Voilà un petit peu le rôle de cette association. Essayer d'accompagner le malade atteint de cancer sur pratiquement tous les plans. D'accord. Le plan médical, le plan social, et on peut vous parler de tout ce que nous faisons depuis 33 ans. Et nous sommes installés au niveau d'une vingtaine de bureaux. Je ne dis pas de wilaya parce que parfois... il y a des wilayas où vous n'êtes pas présent, certainement. Oui, mais en plus, il y a des daïras qui expriment le besoin. Nous, on n'est pas, disons, on n'a pas un schéma administratif. Chaque wilaya, non. Là où s'exprime un besoin, nous nous déplaçons, nous faisons, selon nos statuts, une assemblée générale et on crée le bureau d'une daïra ou d'une wilaya. Ce qui est interdit, et puis, nous ne faisons pas, disons, lorsque nous voyons qu'une wilaya a des associations, je prends l'exemple, Matalan, de Constantine, où il y a une association très performante. Bon, il n'y a pas eu de demande, et nous, on ne cherche pas, on essaie de nous implanter. On collabore avec l'association. Voilà, on collabore, etc. Voilà. L'essentiel pour nous, c'est que le malade algérien est accompagné. Voilà. C'est ça l'objectif de notre association qui, je le rappelle, est la première association à prendre en charge cette pathologie. Et il y a beaucoup de choses à dire sur... Je pense que l'idée maîtresse, c'est la proximité. Il faudrait que les associations ou notre association soit le plus proche. On voit le siège de l'association à l'écran à l'instant, oui. Et encore une fois, grâce aux bienfaiteurs, que je tiens à remercier, parce que si nous existons depuis 33 ans, c'est grâce à ces bienfaiteurs qui œuvrent dans l'anonymat le plus total, et ça nous permet, disons, d'avancer, de nous diversifier. Au début, il y avait peut-être 2 ou 3 wilayats, maintenant il y a à peu près une vingtaine, c'est quand même magnifique. Mais si vous avez réussi ce déploiement, c'est comme vous dites, grâce à l'âme généreuse de ces mécènes qui ont répondu présent. Si vous ne vous mettez pas toujours en avant, on ne vous voit pas beaucoup dans les médias, mais en revanche, vous êtes très actifs. Nous sommes sur le terrain. Vous avez efficacité. Oui, on est également dans la vulgarisation, on est sur des portes ouvertes, des journées scientifiques, de la formation médicale continue au profit des médecins généralistes, qui sont la pierre si on ne veut pas. C'est eux qui reçoivent les au premier, c'est le premier pas, si vous voulez. Également, l'association Le Fer, elle était le précurseur de ce plan national cancer. On a fait beaucoup de simulations de plans avant d'arriver là. On a travaillé avec le professeur Zitouni, chargé par la présidence, à élaborer ce plan d'action. Ce plan cancer. Il cache un budget colossal. C'est grâce au plan cancer qu'on avait ces CAC, ces 130 cancers apparaître ici et là-bas. On est heureux d'avoir le 130 cancers de Youssouf. Oui, on
voir même votre siège là-bas. De Ouergla, de Batna, d'Adrar, et pour ne citer que ceci. Le plan cancer, il est pour beaucoup de choses. Blida est une wilaya très importante dans cette lutte contre le cancer du sein. C'est le premier. Après le bureau national, dommage, peut-être la décennie noire et tout, en 96, il y avait quand même un petit déclin par rapport aux activités. On a réactivé le bureau en 2011, et là on fait beaucoup de choses, on fait carrément des campagnes. Et puis des caravanes chirurgicales. Des malades d'Alger sont orientés vers Blida. Oui, mais je reviens toujours au plan cancer. Le plan cancer et ses fins depuis le lancement. On a fait 4 évaluations à Blida. Alhamdoulilah, toujours. Beaucoup plus de dépistage qu'avant, beaucoup plus de sensibilité. Oui. Tout le monde est averti. Tout le monde est averti maintenant. Actuellement, il y a les mêmes. Elle parle du cancer du sein, elle parle du cancer en général. Il incite les fidèles à inciter leurs femmes à passer leur mammographie pour dépister le cancer très tôt. Et c'est ça notre objectif. C'est que le cancer ne soit pas un tabou. Il n'est plus un tabou actuellement. Absolument. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de se dépister ou de parler, de s'exprimer par rapport à ça. La création de l'association jusqu'à nos jours, il y a énormément de changements dans le comportement des personnes atteintes de cancer et de leur famille. Avant, une femme était répudiée dans les années 70, 90, était répudiée parce qu'elle a perdu son sein. Absolument. Actuellement, on voit des hommes accompagner leurs femmes et les stimuler à faire des soins. Donc, ce qui fait notre travail, on est quand même... Vous voyez on a une satisfaction profonde. Voilà. Et là, ça nous encourage à aller de l'avant. Et c'est grâce à toutes ces femmes qui ont milité, qui n'existent plus, Madame Yousfel, Madame Mimi, Madame Nordja, Raphi, qui a donné 25 ans, sa vie, elle a été quand même beaucoup, elle était déjà animée de cette volonté de partage et de solidarité. Et on en a beaucoup, on a appris beaucoup avec elle. Le mois d'octobre, j'aimerais qu'on en parle parce que vous avez aussi votre programme à l'échelle planétaire, s'organise des actions. Vous avez un programme cette année, j'imagine, par rapport à ce mois d'octobre, des actions qui ont l'air banales, peut-être pour certains, ou courir pour le cancer. Voilà. On se dit, pourquoi y a un match. Mais finalement, non, ça stimule. Ça stimule et c'est ce que vous avez prévu, non? Un match gala qui est là. Voilà, le match gala pour Akuba. Et vous avez à Tizi Ouzou, ils organisent une course. Très bien. Voilà. Ouzou, c'est un bureau qui est né après Blida. Et après, ça fait Louette qui font un travail mal au niveau de la population. Et le bureau de Tizi, ils vont jusqu'à un point pour stimuler, à consulter. Oui, vous étiez présent il y a quelques années. Ce qui a drainé milliers de femmes. Et là, chaque wilaya essaye de faire la même chose. Il y a que nous ne nous contentons pas, disons, de faire cette campagne de sensibilisation uniquement pour le cancer. Cela dit, moi, que l'OMS a choisi, par exemple, octobre, c'est nous profitons du mois d'octobre, octobre rose, etc., pour que chaque bureau, l'association puisse faire un programme. C'est un programme de mobilisation. Parce que peut faire du dépistage, du diagnostic précoce, etc., il faut impérativement que ça par le médecin généraliste, le médecin de proximité. Nous allons dans un moment retrouver
un médecin, justement, une spécialiste en médecine interne pour nous parler du diagnostic et de la prise en charge de cette maladie. Ce sera dans un petit moment, mesdames et messieurs. C'est pour moi de remercier nos invités et nos précieux invités parce que c'est une association dont on peut s'en dire, une association qui est pionnière en matière de lutte contre le cancer du il faut la nommer, la rappeler. Donc vous pouvez chercher les contacts, ils sont disponibles. Donc voilà, à travers un clic. Donc je remercie. Donc je rappelle que nous avions ce matin l'honneur de recevoir Madame Agli Hamida, membre du bureau de l'association Al-Fajr, et également Monsieur Boukar Mohibin, secrétaire national donc de l'association Al-Fajr. Et puis nous avons le plaisir aussi avec Monsieur El Hadj Krachi, membre de la et membre dynamique bureau de Blida. Tous les bénévoles, qu'est-ce qu'on vous respecte, chapeau pour vous, tous les bénévoles qui vraiment vous êtes ces fourmis autour de ce bureau. Oui, allez-y. Un petit mot. Mais alors brièvement, rapidement. Hommage à M. Sihmed, le grand professeur. Nous a quittés. Il était le président d'honneur du bureau de Blida. Hommage également au Dr Fodil. Le Covid l'a emporté. Oui, bien sûr. Il était au premier rang pendant le Covid. Oui, le premier rang. Il était toujours pour le cancer, la cause du cancéreux. Il est là pour la fois. C'est bien de rendre hommage à toutes ces personnes qui nous ont quittés pendant ces 2 années. Et on remercie beaucoup nos bénévoles déjà et nos donateurs. On leur dit, on les attendra toujours avec le sourire. N'hésitez pas donc à joindre l'association Al-Fajr si vous avez envie d'aider une personne, sauver des vies, et voilà, prévenir contre ce fléau qui est une mortalité de la femme. Donc, mesdames, messieurs, restez avec nous. Continuons de parler du cancer du sein d'abord à travers ceci, avec notre invité qui va arriver. الماموغرافيا هي تصوير إشعاعي للثدي عن طريق أشعة إكس، ويتم عن طريق آلة تسمى الماموغراف. والماموغراف الرقمي الجديد تخرج منه كمية قليلة جدا من الوحدات الإشعاعية. عليها نعتبر عملية التصوير الماموغرافي عملية آمنة وليست خطيرة. كيفاش تتم عملية الماموغرافيا؟ تخترق أشعة إكس المنبعثة من الجهاز ثدي المرأة ليكون مضغوط على الصفيحة المجهزة لذلك، ثم تنعكس صورة الثدي على الصورة الماموغرافية وتبين كل المكونات والأورام أو الحبيبات الموجودة فيه. من خصائص الأورام ما قبل السرطانية أنها تقدر تحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم وتكون متجمعة وقريبة من بعضها البعض، وتبان على الصورة بشكل تكلسات صغيرة غير متجانسة وغير منتظمة ومتجمعة حول بعضها البعض. أما إذا كانت هذه التكلسات كبيرة الحجم ودائرية ومتجانسة ومنظمة فهي تكون عادة من النوع الحميد أي غير سرطاني، والقرار يعود للطبيب المختص في الأشعة. ينصح بالماموغرافيا عند المرأة ابتداء من السن 40، حيث تقل غدد الثدي وتزيد نسبة الشحوم فيه، فيصبح بإمكان أشعة إكس اختراق الثدي بسهولة أكبر وتكون الصورة أوضح. أما بالنسبة للنساء صغريات السن فينصح بالقيام بالصورة الصوتية أو الإيكوغرافيا إن لزم الأمر، حيث يكون الثدي أكثر كثافة. والماموغرافيا يوصى بها في إطار التشخيص المبكر عند المرأة ابتداء من السن 40 لتعاد دوريا كل 2 سنين. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Si vous venez de nous rejoindre, la matinale d'aujourd'hui sera également consacrée à cet effort de sensibilisation planétaire contre le cancer du sein. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Nawed
Widad Agabi. Donc, Widad Agabi qui est spécialiste en médecine interne et qui vient aussi compléter les informations autour de ce fléau, cause de mortalité, on le disait tout à l'heure, des femmes. Donc, merci d'être avec nous ce matin pour un petit éclairage. Avec vous, on va placer les choses au niveau du premier contact avec le médecin. D'abord, la consultation. Alors, quels sont les signes avant-coureurs? C'est ceux qui vont pousser une femme à douter, à aller vers un médecin. D'abord, bonjour à vous et à tous nos téléspectateurs. Et puis, vous savez très bien que le cancer du sein, donc on profite de l'occasion pour en parler plus en Octobre Rose. Donc, cette maladie qui est quand même devenue une maladie chronique, aux différentes grâce à la prise de conscience, au dépistage qui est précoce. Et puis, en général, nous en médecine interne, nous, même médecins généralistes, on est les premiers à recevoir justement ces patientes pour des symptômes qui nous orientent vers pour aller chercher ce cancer du sein. Et quand on reçoit la mammographie, donc on reçoit la patiente avec la mammographie, c'est là où les choses démarrent et c'est là où la prise en charge démarre et ça commence déjà par la consultation d'annonce du diagnostic. Très bien. Est-ce que vous-même, en tant que médecin, vous palpez systématiquement les seins des femmes? Est-ce que vous les palpez systématiquement lors d'une consultation médecine interne ou est-ce que non? En général, quand il y a un signe d'appel, on va aller faire la palpation, mais à chaque fois qu'on a l'occasion, on demande à la patiente de s'autopalper, de faire sa mammographie à jour avec les mammographies. Donc, à partir de l'âge de 40 ans, vous savez très bien qu'on fait la première mammographie, puis chaque 2 ans, on refait si elle est normale. Donc, on insiste sur ce point. On demande toujours la dernière mammographie, elle remonte à quand, pour savoir à peu près comment l'évolution, c'est-à-dire comment cette patiente, elle est à quel niveau de dépistage. Donc, on essaye d'insister sur ce point. Et voilà. Pourquoi le dépistage précoce est-il aussi important? Alors, il est important parce que déjà, ça nous évite d'aller vers des traitements plus agressifs, donc plus lourds, voilà. Et aussi, ça nous permet d'offrir à la patiente, de lui permettre de reprendre sa vie le plus rapide possible. Parce qu'on a un stade avancé quand même sur différents la radiothérapie prend du temps, c'est des consultations répétées fois. Ça a un peu la qualité de la patiente. Donc, très important, c'est de savoir diagnostiquer le cancer